Mettre un petit mot dans le chat pour me confirmer que vous m'entendez bien. En même temps, je vais saluer ceux que je connais. Bonjour Anne, bonjour Mohamed, bonjour Christine. Ok, le son est bon. Ben, parfait, merci beaucoup. Bonjour Marie-Laure, bonjour Laurie, bonjour Sébastien et Sébastien, puisque j'ai deux Sébastien aujourd'hui. On va commencer d'ici quelques instants et on va quand même attendre l'heure juste de 13 heures pour pouvoir démarrer. Bonjour Jean-Luc, bienvenue et on va démarrer. Eh bien écoutez, bienvenue à tout le monde, en tout cas avec ceux qui sont présents et puis les autres prendront en cours de route. Alors, j'ai choisi aujourd'hui pour cette masterclass sur les projets complexes un thème un brin provocateur, je l'avoue. Êtes-vous fait pour manager des projets complexes et ambitieux ? Et vous allez comprendre en fait de quoi il s'agit. Et je vais notamment vous parler d'un questionnaire que j'ai créé et validé, on va dire, avec un certain nombre de mes clients, qui permet, on va dire, d'identifier à quel point on est à l'aise, à quel point on aime, on va dire, manager la complexité. Parce qu'en général, il y a, on va dire, ces deux dimensions, l'aptitude et l'appétence pour la complexité. Alors, en même temps, je salue Cécile, bonjour et bienvenue. Marc, bonjour et bienvenue. Et également, on a Jean-François qui nous a rejoint. Voilà. Alors, je voudrais commencer en fait par vous poser des questions et merci de me confirmer que tout va bien au niveau du son en même temps que vous rejoignez. Normalement, vous avez accès au chat. Alors, pour celles et ceux qui auraient des difficultés sur le chat, ce que je vous suggère, c'est de vous déconnecter, de vous reconnecter éventuellement. J'espère qu'il n'y aura pas de dysfonctionnement pour vous tous. Donc, ces trois questions, c'est très simple. C'est de me dire quel est votre métier, votre business, quelle est votre expertise. De me dire quel est votre enjeu numéro un en matière de projet complexe. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre des tonnes, mais me donner un peu les grandes lignes, que je comprenne mieux un petit peu quelles sont vos attentes. Alors, pour un certain nombre d'entre vous, j'ai déjà échangé avec vous, donc je connais pas mal d'infos, mais peut-être que pour celles et ceux avec qui je n'ai pas échangé, eh bien, écoutez, ce serait vraiment intéressant pour moi d'avoir votre matière. Quel est votre obstacle numéro un pour avancer? Et puis, enfin, à quelle échéance vous souhaitez avancer? Est-ce que c'est maintenant, à échéance de quelques semaines, quelques mois, quelques années? Ou éventuellement, est-ce qu'il n'y a pas forcément d'échéance, mais vous êtes là plutôt pour vous informer? Alors, je vous laisse afficher cette diapo pendant que vous réfléchissez. Et merci à celles et ceux qui peuvent me mettre quelques infos sur le chat à ce sujet-là, ce qui me permettrait, moi, de vous répondre ensuite de façon beaucoup plus personnalisée, bien sûr. Le but, c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc, on va vous laisser quelques instants pour réfléchir et pour noter dans le chat ces informations. Et puis, en même temps, je vais saluer celles et ceux qui sont arrivés. Bonjour à Johanna. Bonjour Magali. Bonjour Stéphanie, Violaine. Voilà, il y a plein d'autres personnes qui sont arrivées entre-temps. Oui, donc ce que je vous disais, c'est que le webinaire d'aujourd'hui va vous permettre d'avoir un outil qui vous permette pour vous-même ou pour vos équipiers ou pour vos collègues ou pour vos partenaires, vos associés, eh bien, de mesurer à quel point ils sont prêts à manager des projets complexes. Voilà, alors, pendant que je parlais, est-ce que j'ai des... Je ne sais pas si... Voilà, très bien, merci Violaine, consultante en industrie pharmaceutique, projet de nouvelle création de société. Donc peut-être, merci beaucoup Violaine, est-ce que vous pouvez me préciser peut-être quel est l'obstacle numéro un dans ce projet? Ah, alors Magali, je clique sur rétablir le son et pas de son. Alors, est-ce que vous m'entendez Magali? Donc ce que je crois comprendre, c'est que vous ne m'entendez pas. Par contre, vous ne pouvez pas parler, hein. Vous pouvez seulement écrire dans le chat. On va vous laisser encore quelques instants pour écrire. Je vois qu'il y a des personnes qui sont en train de rédiger des messages. Donc,
si vous voulez bien compléter cette dimension-là, vraiment, quel est votre enjeu numéro 1 et l'obstacle pour pouvoir avancer sur vos projets? Alors, donc, dans les messages, heu, donc Jean-Luc qui nous dit: «Secteur d'assurance, expertise en relations clients à distance et physique, ainsi qu'en management de proximité». D'accord. Changement de poste, chef de projet junior sur des sujets transverses. Enjeu numéro 1, réussir mon appropriation de poste. OK. Bon, un grand classique, hein, effectivement, quand on est, dans une prise de poste et qui plus est avec des responsabilités un peu transverses, on a toujours un peu ce questionnement, sur va-t-on réussir ou ne va-t-on pas réussir? Donc peut-être, Jean-Luc, pardon, excusez-moi, j'ai du mal avec, votre prénom. Est-ce que vous pouvez me dire éventuellement si, d'une certaine façon, ce que vous exprimez, c'est un peu le syndrome de l'imposteur en quelque sorte et que vous ressentez le besoin d'être conforté, dans vos capacités? Voilà. Peut-être qu'est-ce qui vous conduit à vous poser des questions sur cet enjeu de nouveau poste? Qu'est-ce qui serait nouveau et pour lequel il vous manquerait des compétences en quelque sorte? Alors Sébastien, voilà, donc dans le domaine de l'enseignement en français langues étrangères, voilà, compétences en intelligence collective et enjeu numéro 1, réussir un accord, on a déjà échangé, hein, ensemble, un accord avec, une école du Bénin pour y lancer une facilitation en intelligence collective. Obstacle, jongler avec les différentes temporalités, donc effectivement, hein, entre l'Afrique et la France, entre, HPI et normaux-pensants. Alors je sais que, sur ces webinaires sur la complexité, j'ai très souvent des HPI qui participent. Alors HPI déclaré ou pas, HPI identifié ou pas, ça c'est pas le problème. Avancer donc dès cet après-midi 16h, OK, rencontre avec la direction de l'école en visioconférence. OK. On va reparler de tout ça tout à l'heure, Sébastien et Violaine, environnement complexe business avec tout à créer from scratch, sans formation business préalable et complexité matricielle des acteurs en présence, transfert de techno public-privé. OK. Donc ce que je comprends en fait, et c'est vraiment quelque chose de très fréquent, chez, les participants à mes webinaires, c'est que, vous êtes assez nombreux à avoir, on va dire, déjà, une certaine habitude de cette complexité. Et en ayant cette habitude de la complexité, ce qui se passe, c'est que, je ne vais pas dire que vous êtes anesthésié par cette complexité, mais d'une certaine façon, vous vous dites: «Bon, OK, ce qui est complexe, c'est quand on monte encore d'un cran». Et dans le fond, Violaine, vous me direz si éventuellement sur le chat, si ça répond, en partie à votre, questionnement de départ. C'est que ce que je constate, c'est que beaucoup de mes participants, ne se rendent pas bien compte, en fait, à quel point ils sont habitués à cette complexité. Ils sont déjà, en fait, dans une forme d'aptitude à la complexité, mais par contre, ils sont entourés de personnes qui ne le sont pas et du coup, ils ont tendance à s'en mettre toujours plus et en s'en mettant encore plus, eh bien, d'une certaine façon, ça les conduit à, douter de leurs capacités, alors même qu'ils ont plutôt déjà une bonne aptitude. Alors, je ne vais pas forcément pouvoir répondre à chacun aujourd'hui, même si je vais présenter mon questionnaire, de savoir si vous êtes fait ou pas pour la complexité. Je vais surtout vous expliquer comment ça fonctionne. OK. Donc n'hésitez pas, hein, bien sûr, Violaine, à répondre. Marc, donc création d'un centre de formation pour commencer. Expert en création de formation, d'enjeux complexes, ne pas me planter, obstacle, dispersion de l'énergie et du temps, timing plusieurs semaines. Merci Marc, donc on a échangé hier et donc je pourrais vous apporter effectivement des éléments très personnalisés. Alors Anne, donc manager de transition en direction opérationnelle, ou direction commerciale et enjeu numéro 1, signer ma première mission. Et obstacle, les entreprises sont frileuses et se réfèrent à l'expérience déjà vécue, ça les rassure, mes atouts sont invisibles sur mon CV. Oui, donc il y a à la fois peut-être un peu ce côté, manque de confiance en soi, parce qu'on se connaît bien Anne et puis, ce que j'entends, mais qui est très fréquent, c'est, savoir quand on est, on va dire, très apte à la complexité, en général, on a quand même une pensée complexe et du coup, on a du mal à exprimer simplement ses idées pour qu'elles soient entendues et comprises et convaincre d'une certaine façon.
Donc, alors, je vais peut-être pas forcément trop rentrer dans le détail sur cette dimension-là, mais ça fait partie évidemment de vos objectifs, hein, bien sûr, à tous. Donc, alors, Jean-François, donc courtage en travaux, création d'entreprise réalisée depuis 6 ans, relations commerciales pour apporter des entreprises aux clients qui ont des projets de travaux. D'accord, donc peut-être ce serait bien de me dire, Jean-François, qu'est-ce qui concrètement constitue votre difficulté dans le fait d'apporter des entreprises aux clients? Est-ce que c'est de trouver les bonnes entreprises? Est-ce que c'est de convaincre vos clients que ce sont les bonnes entreprises? Enfin, voilà, si c'est possible de me préciser. Et mes atouts sont justement ma facilité à aborder la complexité pour Anne, bien sûr. Merci Violaine pour le retour. Alors, Stéphane, je suis en cours de création d'une entreprise dans le domaine de la santé et du bien-être, franchisée dans un premier temps, et j'ai pour objectif de créer. Pardon, c'est Stéphanie, pardon. Autant pour moi. En plus, on a parlé. Stéphanie, donc, j'ai pour objectif de créer un concept, une marque d'ici 3 à 5 ans, projet ambitieux et complexe avec un grand nombre de partenaires. On en a bien sûr parlé, effectivement, Stéphanie. Ok, Jean-François, mission transverse sur des projets de plus en plus complexes et sur les plans techniques et financiers. Ok, d'accord. Et alors, Jean-Luc, pardon, je vais y arriver. Syndrome de l'imposteur, pas encore, mais la prise de poste étant récente, 1er avril dernier, je n'ai pas assez de recul. Je sors d'un environnement opérationnel, je dois respecter le protocole, ce qui, je pense, va me freiner dans mes travaux. Alors, je réfléchis en même temps que je relis votre remarque. Alors oui, effectivement, bon, s'il y a, on va dire, un protocole à respecter, peut-être que d'une certaine façon, Jean-Luc, respecter un protocole, c'est peut-être un peu antinomique d'une certaine façon avec l'idée même d'un projet complexe. Donc Jean-François, difficulté de pérennisation des entreprises avec la fragilité. Ok, donc autrement dit, les entreprises auxquelles vous faites appel pour vos clients sont un peu fragiles et donc pour vous, c'est difficile d'apporter un service durable si d'un chantier à l'autre, effectivement, les entreprises disparaissent. Donc pour vous, c'est comment trouver un espèce de compromis, si je comprends bien, entre trouver des entreprises fiables à l'instant T et en même temps qui soient pérennes pour éviter d'avoir à sourcer à nouveau, si je comprends bien. Donc Marie-Laure, création publicitaire, consultante et formatrice. Que faire avec l'intelligence artificielle? Comment accompagner? Suis-je légitime? Projet jugé trop complexe, trop gros? Ok, bon. Bah oui, le sentiment d'illégitimité, c'est quelque chose d'assez fréquent hein, pour les talents de la complexité, comme je les appelle. Alors, je vous propose de rentrer dans le détail maintenant, et puis je reviendrai un peu plus dans le détail de vos remarques personnelles. Donc, j'ai bien vu le message de Sébastien. Alors, de quoi je vais vous parler? D'abord, vous dire quelques mots sur les projets complexes. Qu'est-ce que moi j'appelle un projet complexe? Alors, je me base très souvent sur une définition d'Edgar Morin, qui est vraiment un grand spécialiste de la complexité, même si c'est un spécialiste un peu théorique. Bien, c'est un projet où il y a une coexistence d'un grand nombre d'éléments, que ce soit des éléments techniques, des éléments organisationnels, des éléments humains, des éléments financiers, et où chaque élément a ses propres règles et où il y a une interférence entre ces éléments. C'est là où on parle véritablement de complexité. Dans notre société qui est mondialisée, interconnectée, qui est en accélération, évidemment, pratiquement tous nos projets sont complexes ou contiennent de la complexité. Par contre, ce qui est important à savoir pour vous tous, c'est que dans l'immense majorité, les personnes qui vous entourent n'ont pas nécessairement conscience de la complexité de la même façon que vous. Donc ça, c'est vraiment un premier message que j'avais envie de vous passer. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dans des projets complexes? C'est quoi les écueils? Eh bien, comme l'indique ma diapo et puis la photo qui va avec, eh bien, les projets complexes nous mettent en général face à de nombreux paradoxes, de nombreux antagonismes. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est dans la complexité, on est dans des terres inconnues, inexplorées, incertaines. On ne peut pas maîtriser ni contrôler complètement la complexité. La rationalité et la vision analytique ne peuvent plus suffire. Et donc, ça veut dire qu'on est obligé de faire appel à des choses un peu différentes. Et surtout, on est obligé de faire appel à des choses qui sont parfois opposées
en même temps ou de façon combinée. Il n'y a pas de solution toute faite. Voilà, il est de plus en plus difficile de prévoir et d'imaginer des solutions qui sont fiables. Donc un exemple peut-être concret, hein, quand on fait face à des difficultés pour attirer les talents, ça c'est, on va dire, une difficulté extrêmement fréquente pour les entreprises aujourd'hui. Est-ce qu'il faut user plutôt d'arguments factuels et rationnels ou est-ce qu'il faut user plutôt d'arguments émotionnels? Grande question. Exemple, quand il s'agit de suivre un plan stratégique pour une entreprise qui s'est défini un plan stratégique. Alors vous allez me dire, est-ce qu'un plan stratégique a encore une raison d'être aujourd'hui? Eh bien oui, elle a d'autant plus une raison d'être dans un monde incertain et c'est d'autant plus important d'anticiper et d'imaginer des futurs possibles. Eh bien, pour autant, la grande question, c'est est-ce qu'il faut savoir être tenace et persévérant malgré peut-être les obstacles, les échecs, les revers, ou est-ce qu'au contraire, dans ce plan stratégique, il faut savoir s'adapter, éviter les obstacles en changeant un peu sa tactique, en changeant peut-être ses objectifs, en changeant peut-être la façon de les atteindre, et voire même, pourquoi pas, renoncer dans certains cas. Donc, c'est quoi ces antagonismes? Je vais en reparler un petit peu après, mais ça peut être par exemple, est-ce qu'il faut décortiquer en éléments simples la complexité ou est-ce qu'il faut s'occuper des interdépendances entre ces éléments? Est-ce qu'il faut rentrer dans le détail et aller vers cette captation des signaux faibles ou est-ce qu'au contraire, il faut apprendre à prendre du recul ou de la hauteur? Est-ce qu'il faut de l'audace ou est-ce qu'il faut de la prudence? Est-ce qu'il faut être dans le temps long, de la préparation, de la réflexion, ou est-ce qu'il faut être dans le temps court, de l'immédiateté et de l'action? Est-ce que, il faut être, est-ce qu'il faut constituer et c'est important d'être en permanence dans une équipe et dans une forme d'intelligence collective? Ou est-ce qu'il faut, au contraire, un leader charismatique? Ce sont tous ces antagonismes, hein, qui sont, face à nous, quand on parle de complexité. Et vous allez voir que ce dont je vais vous parler, aujourd'hui est très lié à cette question des antagonismes. Donc la résolution de nos grands enjeux, de vos enjeux professionnels, actuels, hein, elle repose essentiellement sur le fait que les leaders de ces projets, sachent, accepter ces antagonismes, qu'ils savent vivre avec et mieux encore, qu'ils sachent même les combiner de façon pertinente. Donc c'est ça qui est vraiment, particulièrement délicat. Alors, quelques mots sur moi. Pourquoi je me suis spécialisé dans ce domaine? Eh bien, je dirais que j'ai toujours été, on va dire, un passionné de la complexité. D'abord au travers de cette question de l'exploration spatiale qui me passionne, et en particulier, l'aventure Apollo, hein, qui a permis à 12 hommes de marcher sur la Lune entre 1969 et 1972. Eh bien, en fait, cette aventure Apollo, elle cristallise et elle illustre parfaitement l'exemple même de projets extrêmement complexes réussis. Et aujourd'hui encore, 54 ans après, il y a des tas de gens qui se demandent comment la NASA a pu faire quand on sait qu'aujourd'hui ils sont en train d'essayer de reproduire ce schéma-là. Eh bien, ils ont bien des difficultés à repartir sur la Lune. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'avais même conçu, on va dire, un cycle de conférences sur l'aventure Apollo et j'avais eu beaucoup de succès sur ces conférences. Autre idée, toujours dans ce même domaine de la complexité, ça fait maintenant 30 ans que j'ai plus de 30 ans d'expérience managériale et ça fait maintenant plus de 20 ans que j'accompagne les êtres humains dans leur développement. Donc d'une certaine façon, l'accompagnement humain, c'est vraiment une activité complexe par essence. Et puis peut-être une dernière image à ce sujet-là, j'incarne moi-même cette combinaison d'antagonisme ou cette combinaison de polarités opposées. Et j'ai choisi en fait ce petit schéma d'un test de personnalité que peut-être certains connaissent, juste pour vous raconter cette anecdote qu'à chaque fois dans ma vie professionnelle où j'ai passé des tests de personnalité, j'étais en permanence face à des questionnaires où on demandait êtes-vous plutôt ci ou êtes-vous plutôt ça, avec évidemment deux antagonisme. Et pour moi, c'était juste impossible de choisir. Est-ce que j'étais plutôt rationnel ou plutôt émotionnel? Pour moi, impossible de choisir. Je suis 200% rationnel et 200% émotionnel. Alors, je voudrais vous donner maintenant 3 exemples concrets pour vous faire toucher du doigt à quel point cette combinaison d'antagonisme, elle est vraiment clé dans la capacité, pardon, à gérer, à manager la complexité. Un premier exemple dans le domaine de la diplomatie. Alors, j'ai choisi cette image de Emmanuel Macron rencontrant Xi Jinping, hein, le sommet franco-chinois
en Chine début avril, et au-delà de toute considération politique ou politicienne relative à Emmanuel Macron ou à Xi Jinping, ce qui est intéressant dans cette image, c'est dans le fond, quelle attitude adopter quand on est diplomate dans les relations franco-chinoises. Eh bien, est-ce que ça doit être un discours de fermeté vis-à-vis de la Chine, parce qu'on a plein de sujets de désaccord, que ce soit la guerre en Ukraine, les volontés expansionnistes de Xi Jinping en mer de Chine et un peu au-delà, que ce soit la question des libertés individuelles du peuple chinois, voire peut-être aussi le respect des ethnies minoritaires, etc. etc. Et puis, ça, c'est la première tactique, d'être extrêmement ferme. Et puis, deuxième tactique, deuxième attitude diplomatique, c'est un discours d'ouverture pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, manifestement, on ne fait pas vraiment le poids vis-à-vis de la Chine. Donc, d'une certaine façon, c'est quand même pas si mal de ne pas se les mettre à dos. On ne fait pas le poids ni au plan économique, ni au plan militaire, même si on a une très bonne défense. Et puis, parce que, oui, il y avait une autre idée qui m'était venue, mais c'est bien ressorti. Bon, peu importe. Alors, là où je voudrais en venir sur cette question de la diplomatie, c'est finalement, c'est quoi les qualités d'un bon diplomate? Et je me suis intéressé à ça en regardant un peu la prose sur ces sujets. Et dans le fond, il y a un certain nombre de facteurs qui ressortent de façon assez fréquente. Le premier, c'est d'avoir du sang-froid, mais en même temps de savoir se faire respecter. Et on voit bien là le premier type d'antagonisme, sang-froid, mais savoir se faire respecter. Deuxième qualité d'un diplomate, c'est adaptabilité culturelle. Donc on voit bien, dans cette notion d'adaptabilité culturelle, c'est s'adapter à des personnes extrêmement différentes, des cultures très différentes, des modes de fonctionnement très différents. Donc il y a vraiment une notion un peu de caméléon et d'adaptation à des opposés. Troisième qualité des diplomates, qui est vraiment extrêmement demandée, c'est la capacité à la fois à intégrer de l'information, à l'analyser, à en tirer des conclusions pertinentes, et en même temps d'être capable de ressortir de cette information, d'avoir une vue globale. Donc on voit bien là aussi cette espèce d'antagonisme entre rentrer dans le détail, analyser et synthétiser. D'une certaine façon, c'est être capable d'accorder autant d'importance, j'allais dire, au détail qu'à la globalité. Autre qualité mentionnée pour les diplomates, c'est de savoir combiner à la fois des capacités d'initiative et un grand respect de la hiérarchie. Alors là, si on n'est pas dans l'antagonisme, j'y comprends plus rien. Une autre qualité extrêmement demandée pour les diplomates, c'est la capacité de jugement et d'avoir à la fois une capacité de pensée critique aiguisée et en même temps de savoir réagir de manière appropriée et proportionnée. Donc là, c'est vraiment la notion d'équilibre entre pensée critique et s'adapter à l'autre en quelque sorte. Autre qualité, c'est savoir planifier, organiser, parce qu'ils ont des événements organisés, des choses qui sont très lourdes, mais aussi s'adapter aux priorités du moment. En permanence, un diplomate est confronté à, on va dire, l'actualité, à l'urgence du ici et du maintenant. Et puis une dernière qualité à laquelle je pense, c'est avoir une grande polyvalence et flexibilité en cas de circonstances imprévues. Ça rejoint un peu le point précédent. Alors ça, c'était mon exemple sur la diplomatie. Je voudrais avancer un peu et vous parler de création d'entreprise. Alors c'est d'ailleurs un sujet qui vous concerne pour un certain nombre. Moi, personnellement, j'ai été directeur du pôle entrepreneuriat et innovation de la CCI de Rennes pendant 12 ans. Et donc, avec cette expérience de l'accompagnement des créateurs d'entreprises, je peux vraiment en parler de façon pointue. Et la difficulté, l'antagonisme principal dans l'accompagnement des créateurs, c'est que, en gros, les attentes exprimées par ceux qui viennent à la CCI pour demander de l'aide, en quelque sorte, sont assez radicalement différentes de ce que nous, on identifie comme étant leurs véritables besoins. Autrement dit, eux expriment des attentes, mais nous, on identifie des priorités bien plus importantes chez eux, mais dont eux n'ont pas forcément envie. Alors, pour donner quelques exemples concrets, d'abord, les attentes qu'on identifie, qui sont liées directement en fait aux problèmes rencontrés chez les créateurs, aux problèmes de pérennité. Alors, oui, Magali, un problème de son. Oui, bah, si vous n'entendez rien, effectivement, c'est un peu dommage. Par contre, encore une fois, Magali, normalement, vous ne pouvez pas vous exprimer, vous ne pouvez pas parler. Donc, je ne sais pas si c'est bien ça le problème.
Alors, les difficultés rencontrées par les créateurs, ça va être le manque de connaissances en gestion économique, par exemple, tendance à confondre chiffre d'affaires et marge, par exemple, tendance à confondre date de facturation et date d'encaissement. Donc ça, c'est des questions de trésorerie. Autre problème des créateurs, c'est le manque de compétences et d'expérience dans le domaine commercial. C'est le manque de connaissances du marché sur lequel ils vont se positionner. C'est parfois le manque d'adéquation entre le créateur et son projet. Il peut y avoir une espèce de vision idéaliste de certains domaines, hein, que ce soit devenir plombier, devenir caviste, j'en sais rien, hein, ou même se lancer dans une start-up technologique. On a parfois des images un peu déformées de ce qui est attendu et de ce que c'est que d'être entrepreneur dans ce contexte-là. Et donc, dans ces cas-là, bien évidemment, il y a un problème d'adéquation. Et puis, il peut y avoir des aspects psychologiques aussi, hein. C'est notamment une des causes d'échec, c'est le manque d'aptitude à rebondir après l'échec. Et ça, on n'est pas forcément très habitué quand on sort du salariat à cette dimension-là. Et puis, savoir s'entourer, réseauter, ce n'est pas forcément quelque chose de très naturel. Donc, si je reprends, et par contre, les attentes des créateurs, en tout cas celles que nous, on recensait, c'était en gros, petit 1, quel statut juridique je dois choisir. Bon, et on sait que quand on en est aux prémices de son projet, le statut juridique, c'est, on va dire, un peu la fin de ce qu'on va traiter. C'est un peu comme si on voulait décider de la décoration d'une maison avant d'avoir dessiné ses plans. C'est à peu près du même ordre. Ça peut être aussi de savoir où trouver des financements. Et puis, ça peut être juste de se conforter sur le fait qu'ils ont bien eu une idée géniale et que ça va forcément fonctionner. Donc, on voit bien qu'il peut y avoir un écart extrêmement important entre les attentes de ces créateurs et nous, ce qu'on identifie comme leurs véritables besoins prioritaires. Et donc, notre rôle d'accompagnement des créateurs était, on va dire, extrêmement difficile parce qu'il fallait combiner à la fois une dimension écoute, il fallait quand même qu'on prenne en compte leurs attentes pour éviter qu'ils s'en aillent et qu'ils disent bon, je ne suis pas tombé au bon endroit, personne ne s'occupe vraiment de moi, et quand même, à un moment donné, arriver à les sensibiliser sur tous ces points qui sont, selon nous, importants dans leur réussite. Voilà. Et puis, j'ai un dernier exemple avant de rentrer dans le détail de ce questionnaire. Dans le domaine commercial, alors là, je serai un peu plus rapide, mais c'est quand même assez intéressant. Quelles compétences faut-il avoir pour être un bon commercial, pour bien vendre? Et bon, c'est un sujet qui vous concerne pour un certain nombre d'entre vous qui êtes ou qui vous souhaitez être indépendant. Est-ce qu'il faut plutôt bien connaître son offre produit, son offre service et être capable du coup de parler de son offre produit et service, ou faut-il être plutôt à l'écoute de son client? Est-ce qu'il faut savoir pousser un peu ses produits ou est-ce qu'il faut plutôt s'adapter à son prospect, à son client et faire évoluer en quelque sorte son offre en fonction de ce qu'il nous raconte? C'est un peu des deux. Est-ce qu'il faut chercher à montrer son savoir-faire et éventuellement répondre aux questions du client? En particulier, hein, il y a une question très fréquente, c'est combien ça coûte? Et on a vraiment très envie d'en arriver là pour s'entendre dire, mais bien sûr, monsieur, je suis OK et allons-y. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Ou faut-il au contraire ne pas trop en dire? Et parfois, la bonne tactique du commercial, c'est surtout de ne pas parler de tarifs, mais plutôt de creuser le véritable besoin du client, ce qu'on appelle la douleur du client, pour s'assurer que vous êtes bien capable d'y répondre. Et à ce moment-là, effectivement, la vente se fera d'une façon ou d'une autre. Donc c'est toujours une question de combinaison astucieuse d'opposés. Et moi, ce que j'ai pu constater, hein, en ce qui concerne les indépendants, en particulier dans le domaine du coaching et du conseil, c'est que les consultants et les coachs qui marchent le mieux au plan commercial, c'est justement ceux qui savent combiner ces deux dimensions. Cette dimension d'excellente capacité à parler de son produit et de son offre, à pousser ses produits et son offre, mais en même temps d'être dans l'écoute. Alors, maintenant que je vous ai parlé de tout cela, je voudrais vous parler un peu plus des antagonismes auxquels on va être confronté. Alors, premier antagonisme, il y en a certains dont j'ai déjà parlé, donc je vais aller un petit peu vite, c'est immédiateté versus long terme. Immédiateté, ça va être la capacité d'action, la capacité à réagir hein, dans l'urgence. Et le long terme, ça va être la capacité à réfléchir, à observer avant d'agir, ça va être la capacité d'anticiper, la capacité de voir à long terme, hein, de vision à long terme.
Voilà pour ce premier antagonisme. Deuxième antagonisme, audace versus prudence. Donc l'audace, c'est la capacité à prendre des risques calculés, sortir de sa zone de confort, à découvrir de nouveaux territoires, hein, défricher. Et la prudence, c'est plutôt la capacité à capter les dangers potentiels, à les imaginer et à s'en protéger de tous ces dangers potentiels. On voit bien qu'il n'y a aucune connotation positive ou négative de l'un ou de l'autre, mais il y a bien cette dualité à chaque fois. Cerveau gauche ou cerveau droit? Alors, que les choses soient claires, c'est une image, hein, bien sûr. Il y a très peu d'études vraiment réellement scientifiques, hein, qui démontrent cette répartition géographique du fonctionnement du cerveau. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est est-on plutôt cerveau droit, ce serait plutôt dans l'émotionnel, capable d'utiliser ses émotions pour décider, ou est-on plutôt cerveau gauche, cerveau rationnel, capable d'utiliser les faits objectifs pour pouvoir décider. J'avance parce que je vois que le temps avance. Est-on plutôt analytique ou synthétique? Donc, est-on capable de rentrer dans le détail, décortiquer pour comprendre? Ou est-on capable de faire la synthèse une fois on est rentré dans le détail et qu'on a analysé pour pouvoir en faire et faire quelque part une jonction, on va dire, des différents éléments qu'on a pu identifier et analyser. Est-on plutôt, ça rejoint un peu le point précédent, dans la vision de détail ou la vision globale? Et cette vision de détail, elle a son importance, notamment par rapport à cette question de, vous savez, le détail, le diable se loge dans les détails, hein, comme on dit, et des signaux faibles dont on parle si souvent. Intuition ou rationalité, donc là aussi, cette question de l'intuition, c'est la capacité non seulement à avoir des intuitions, mais c'est aussi la capacité à faire confiance à ces intuitions de façon pertinente. Versus rationalité, eh bien, on va plutôt se baser sur des choses qui sont tangibles, des éléments qu'on est capable d'expliquer. Et puis enfin, dernier point que j'ai cité, et c'est évidemment pas exhaustif dans la liste de ces antagonismes, c'est faut-il être dans la persévérance ou dans l'agilité? Et j'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc je ne rentre pas plus dans le détail. Alors, je voudrais vous parler de ce questionnaire que j'ai conçu et mis au point et validé, on va dire, avec un certain nombre de mes clients. Comment ça fonctionne? C'est très simple, en fait. J'ai identifié une douzaine d'antagonismes et sur l'ensemble de ces antagonismes, eh bien, vous avez une dizaine de questions. Alors, elles ne sont pas toutes indiquées parce que ça risquait d'être un peu lourd, mais sur chacune de ces questions, elle est plutôt orientée soit côté cerveau droit, émotionnel, ou plutôt côté cerveau gauche, rationnel. Et donc, pour chacune de ces questions, l'idée, c'est eh bien, d'identifier à quel niveau vous vous situez. Est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord, un peu d'accord, moyennement d'accord, assez d'accord ou tout à fait d'accord avec cette proposition? Et donc, vous indiquez effectivement, vous répondez de cette façon-là. Et là où ça devient intéressant, c'est que c'est dans la façon d'analyser les résultats. Et donc, les résultats se présentent sous forme de graphiques. Exemple sur le rapport au temps ici, vous voyez qu'il y a un point bleu qui situe en fait la façon dont vous avez répondu en fonction que vous êtes plutôt dans une appétence temps court ou plutôt une appétence temps long. Excusez-moi. Et donc, en l'occurrence, ce qui va être intéressant de regarder, là, c'est le positionnement du point par rapport au graphique. Et notamment par rapport à cette droite diagonale qui en fait représente l'équilibre, si on peut dire parfait, entre temps court et temps long. Et en l'occurrence, là, on voit que ce point bleu est plutôt en haut à gauche. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, ce point bleu a une notation de 4 sur 10 sur l'appétence et l'intérêt pour le temps long, et une notation beaucoup plus forte de 9 sur 10 d'appétence et d'intérêt pour le temps court, et de mode de fonctionnement orienté temps court. Et l'idée, eh bien, c'est que comment on analyse tout ça? Si vous êtes situé, alors là, je me suis situé dans ce cadre lié à l'intuition. Si vous êtes situé dans ce cadran en haut à droite, ce qui va se passer, c'est que ça veut dire que vous avez une note très forte sur les deux antagonismes. Par exemple, vous pourriez avoir 8 sur la dimension rationnelle et 8 sur la dimension intuition. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez justement un très fort
équilibre entre les deux et une très forte propension à être les deux antagonismes à la fois. Et ça signifie que justement, vous avez une forte appétence et aptitude à la complexité. Si vous vous situez maintenant dans le cadran en bas à gauche, vous avez toujours cet équilibre entre les deux antagonismes, mais cette fois, ils sont tous les deux faibles. Donc, l'interprétation qu'on peut faire de ça, c'est que vous avez une aptitude, une certaine aptitude à la complexité, mais qui est quand même moins forte que si vous étiez en haut à droite, parce que ça voudrait dire que véritablement, vous n'êtes pas du tout gêné aux entournures par cette notion de contradiction avec deux antagonismes. Et puis enfin, si vous êtes situé soit en haut à gauche, soit en bas à droite, là, ça veut dire que vous avez plutôt une aptitude faible, on va dire, à la complexité, parce que vous avez besoin de choisir un antagonisme plutôt qu'un autre. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, peut-être quelques éléments complémentaires sur ce questionnaire. Comment se déroule la prestation de ce questionnaire? C'est assez simple dans le fond. Je vous envoie le questionnaire, vous répondez de façon autonome au questionnaire. Et puis, on a un rendez-vous de débriefing et d'analyse de 1h30. Pourquoi ce rendez-vous? Parce que bien évidemment, ce n'est pas juste par des chiffres qu'on peut identifier véritablement votre aptitude au questionnaire. Et la première des choses qu'il faudra faire, c'est vérifier la cohérence et, si j'ose dire, la sincérité des réponses. Alors, la sincérité des réponses, moi, je n'ai jamais douté de la sincérité de mes répondants, mais ceci dit, il peut y avoir une notion de cohérence et parfois, on peut être influencé dans ses réponses par certains éléments et donc c'est véritablement ça qu'on va aller vérifier en particulier dans ce rendez-vous de débriefing. L'autre point qui est important, bien sûr, c'est vous apporter une interprétation globale des résultats, c'est-à-dire qu'on va mixer l'ensemble des 12 domaines, des 12 antagonismes pour arriver à une synthèse jusqu'à quel point, effectivement, sur l'ensemble des 12 domaines, vous avez cette aptitude à la complexité. Vous apportez une interprétation spécifique par thème, donc on va regarder en fait certains antagonismes qui, eux, vont être particulièrement marqués sur la complexité. Et puis, bien évidemment, c'est de vous apporter une sorte d'analyse stratégique personnalisée de votre aptitude au management de projets complexes. Alors, bien évidemment, tout ça, ça reste du survol dans ce webinaire, mais c'était important que je campe le décor avant d'en arriver là. Voilà. Et puis, bien évidemment, le rendez-vous de débriefing, c'est aussi destiné à répondre à toutes vos questions. Le coût de la prestation, alors j'y viens rapidement parce que ce n'est pas forcément le but d'aujourd'hui. Une personne qui serait en financement entreprise, c'est 400 €. Une personne qui serait en autofinancement, 250 €. Et bien évidemment, vous avez la possibilité, si vous souhaitez le faire pour un nombre plus important de votre organisation ou de votre entreprise, eh bien de solliciter une passation collective. Et là, dans ces cas-là, c'est, on va dire, une tarification bien sûr sur mesure, y compris la possibilité d'un droit d'utilisation, d'une licence d'utilisation du questionnaire et de pouvoir le pratiquer en autonomie d'une certaine façon. Alors, il nous reste 10 minutes, donc je voudrais vraiment revenir sur vos projets complexes. Et au passage, n'oubliez pas qu'ici, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous si vous cliquez ici sur le bouton rouge. Donc, le but pour vous, c'est en fait d'en savoir un petit peu plus en fait, sur votre propre projet, d'avoir une analyse un peu plus personnalisée, peut-être de lever vos freins éventuellement pour pouvoir avancer. C'est vous permettre de rentrer dans l'action de vos projets complexes. Alors, j'ai envie de peut-être revérifier déjà qui est présent dans le webinaire. Je ne sais pas si Jean-Charles Cadiou est là. Je vois qu'il n'est pas là. Frédéric. Alors, Frédéric est là. Oui, donc Frédéric, on a échangé. Et moi, de mon point de vue, je dirais, suite à cet échange, je dirais que vous avez certainement cette aptitude à la complexité. Donc, c'est ce que je disais en introduction. C'est vrai pour l'immense majorité des personnes qui viennent à mes webinaires, c'est-à-dire savoir en même temps entrer dans le détail, garder du recul, entre autres. Mais d'une certaine façon, vous pensez que c'est la même chose pour tous. Du coup, vous ne comprenez pas nécessairement pourquoi les autres n'y arrivent pas. Et surtout, vous avez du coup du mal, n'ayant pas conscience de votre aptitude particulière, vous avez donc du mal à leur expliquer comment fonctionne cette complexité. Et peut-être que, je dirais, à l'extrême, vous pouvez avoir une forme de perte de patience avec eux. Et en même temps, vous avez besoin de vous entourer d'appuis autour de vous qui seront un peu, en quelque sorte, vos traducteurs
qui seront dans vos différentes directions, avec qui vous travaillez, qui seront vos traducteurs, vos interprètes en quelque sorte de la complexité. Bon, voilà un petit peu, moi, le message que j'avais envie de vous passer, Frédéric. Marie-Laure, qui est présente également, je sais que votre questionnement était sur cette question de légitimité. Est-ce que je suis légitime pour aller vers la stratégie? Et bon, on en a parlé ensemble. Si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est vraiment pas par hasard. Vous apprenez vite, vous vous adaptez vite, et donc en particulier, vous allez vous adapter vite à cette expertise. Et puis, en fait, surtout, je pense que c'est peut-être votre regard un peu exigeant sur vous-même qui vous empêche de voir à quel point vous avez déjà fait de la stratégie d'entreprise. Quand vous m'expliquiez tout ce que vous avez fait en communication, très clairement, et que vous ne voyez pas cette aptitude à la stratégie d'entreprise, c'est ce qu'on peut appeler le syndrome de l'imposteur. Donc, la question, c'est comment s'en débarrasser? C'est pas simple. Ça suppose de pleinement assumer, si j'ose dire, hein, ses talents de la complexité, c'est d'assumer pleinement ses forces et pleinement d'assumer sa puissance, si j'ose dire. Sébastien, qui travaille dans l'éducation, bah oui, la question c'est comment un HPI réussit à gérer les normaux pensants d'une certaine façon. Et cette question de relation avec le directeur des relations internationales, en fait, très clairement, vous saviez très bien comment il pouvait réagir face à votre projet, surtout si vous ne l'associez pas dès le départ, mais vous l'avez fait quand même. Et qu'est-ce qui fait que vous l'avez fait quand même? Mon hypothèse, c'est que peut-être vous n'avez pas osé affronter en quelque sorte son regard et sa façon de procéder au départ parce que vous vous êtes dit ça va me freiner, je ne vais pas savoir comment m'y prendre, que vous pourriez vous débrouiller tout seul, bon, etc. Mais c'est ce paradoxe-là qui vous empêche d'avancer, c'est-à-dire qu'en même temps, vous voyez les risques qui peuvent arriver à ne pas aller affronter ces personnes dès le départ, mais en même temps, vous ne le faites pas pour les raisons qu'on évoquait. Pour Sébastien, qui travaille dans le domaine pharmaceutique, pour moi, effectivement, les chefs de pôle hospitaliers auxquels vous vous adressez, qui se sentent dépossédés, hein, eh bien, c'est un petit peu dans le même esprit que Sébastien, qui travaille dans l'éducation, juste avant. Vous savez qui constitue un frein, vous préparez les choses dans votre coin en amont, enfin, évidemment, c'est un peu caricatural, et vous leur apportez une solution toute faite. Et comme ils n'y ont pas participé, évidemment, et qui sont en plus méfiants vis-à-vis de votre entité, eh bien, d'une certaine façon, ça ne fait que les bloquer un petit peu plus. Et comment, donc la question, c'est comment les associer dès le départ et comment lever leur peur comment dirais-je, leur peur de vous-même, leur peur de votre entité. Et d'une certaine façon, eh bien, cette question rejoint la question de l'intelligence émotionnelle, c'est qu'il faut nommer ses peurs, ne pas craindre de les mettre sur la table et d'en débattre. Pour Marc, ce qui me vient par rapport à vous, encore une fois, vous faites partie de ces personnes qui maîtrisent la complexité, mais vous n'en avez pas conscience. Et donc, ce qui vous empêche d'avoir une vue objective sur l'observation de cette aptitude chez les autres. Et c'est la raison pour laquelle ce questionnaire a une véritable pertinence, c'est que dans le fond, ça vous semble extrêmement logique de découvrir le questionnaire, de découvrir comment il est conçu, mais seulement, c'est pas naturel et c'est pas spontané de s'engager dans cette voie-là, parce que pour vous, ça semble quelque chose de tellement naturel, cette complexité. Vous savez pas non plus comment vous garantir que le choix de vos associés sera pertinent en regard de cette complexité, et pour bien s'entendre avec vous à ce sujet-là. Donc là, il y a véritablement quelque chose à creuser auprès de vos associés. Il y a une forme, d'une certaine façon, d'ambivalence pour vous, Marc, face au projet nouveau. C'est que d'un côté, vous avez besoin de cette incertitude, ce côté un peu excitant d'un nouveau challenge, ce côté aventureux, et de l'autre, vous exprimez une forme un peu d'impatience et de frustration à ne pas forcément voir tout de suite la solution, les grandes étapes, hein, comme vous disiez. Et d'une certaine façon, moi, ça me fait penser à une image. Vous savez, c'est quand on cherche la clé d'un casse-tête, comme quand on fait du sudoku ou des sokoban. Quand on cherche la clé d'un casse-tête, on a envie de l'avoir tout de suite. C'est ça, on voudrait avoir la clé. Il y a cette forme d'excitation-là. Et donc, c'est ça qui peut-être vous empêche d'avancer. Et puis Christine, eh bien, on a échangé il n'y a pas longtemps, mais comment convaincre les recruteurs?
Comment trouver les bons mots pour expliquer vos idées? Je dirais que paradoxalement, c'est en apprenant à mieux vous connaître et à mieux vous accepter et à mieux assumer vos modes de fonctionnement spécifiques. Alors, il nous reste 2 minutes. Est-ce que, il y a encore des questions, est-ce qu'il y a, d'autres attentes peut-être? Je vais peut-être revenir sur le début du chat. Alors, vous avez également en haut du chat, hein, d'épingler le lien vers mon calendrier si vous le souhaitez. Alors, il y avait Jean-Luc Courgeot, secteur d'assurance. Voilà, je ne sais pas si, Jean-Luc, est-ce que j'ai éventuellement répondu un peu à vos attentes? Je n'en suis pas sûr. Ce serait peut-être bien de me dire éventuellement quelle serait la question qui vous reste. Violaine, oui, donc complexité matricielle. Même chose pour Violaine, je pense alors on ne se connaît pas bien, mais je pense qu'il y a véritablement, pour vous, cette aptitude naturelle, mais par contre, votre inquiétude, c'est de vous dire, comment communiquer efficacement avec des interlocuteurs qui, eux, n'ont pas forcément, vous sentez ça, qu'ils n'ont pas forcément cette même aptitude. Et donc, du coup, ça serait peut-être rassurant pour vous de savoir qu'en face de vous, vous avez des acteurs ou à quel point chacun des acteurs avec qui vous vous adressez ont cette aptitude à la complexité, cette appétence, si j'ose dire. Parce que parler d'aptitude, ça a peut-être un côté un peu comment dirais-je, arrogant d'une certaine façon. Est-ce que peut-être celles et ceux pour qui vous avez eu, alors au revoir Johanna, bien sûr, hein, si, si vous devez partir, comme il est l'heure, de toute façon, on va se quitter dans 1 minute, mais vraiment, encore une fois, celles et ceux qui ont besoin de messages supplémentaires. Alors, Marie-Laure, et le syndrome de Cassandre, bien sûr, voir les problèmes avant les autres. Ça, c'est un grand classique. Donc, d'une certaine façon, il faut aussi apprendre peut-être à communiquer, à communiquer de façon suffisamment acceptable sur ces visions que vous avez, sur ces intuitions que vous pouvez avoir. C'est jamais très facile. On ne peut pas donner ces intuitions à tout le monde. Voilà, c'est peut-être le message que je vous donnerai à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas d'autres, eh bien, 13h46, je vais devoir rendre l'antenne. Et sinon, bah, n'hésitez pas à me mettre un petit message pour me dire comment vous avez trouvé. De toute façon, encore une fois, il y a un certain nombre de personnes avec qui je sais qu'on va échanger à l'issue de ce webinaire pour pouvoir en débriefer. Peut-être aller plus loin, hein, encore une fois. J'en profite en même temps que vous mettez vos messages. Donc voilà, ça c'était le lien, bien sûr, hein, pour prendre rendez-vous. Et puis, vous parlez de mes 2 prochaines masterclass qui seront plutôt orientées pour les HPI. Le mardi 6 juin, donc HPI, quel projet professionnel pour vous épanouir pleinement? Et mercredi 12 juillet, donc tout ça à 18h, un management inclusif pour les HPI dans votre entreprise, pourquoi et comment? Voilà, écoutez, merci beaucoup de votre participation, de votre contribution. Très bien, écoutez, enfin, n'hésitez pas, hein, pour celles et ceux qui n'ont pas de rendez-vous, de le caler, enfin, vous avez accès à mon agenda, de façon à ce qu'on puisse débriefer de tout ça, de façon beaucoup plus individuelle, bien sûr. Le chat ayant un côté un peu limitatif, j'en conviens. Voilà, je vous souhaite une très, très belle journée à toutes et tous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.